Fonctionne. Allô tout le monde, je m'appelle Maude d'Avalanche Québec. Aujourd'hui, on a une discussion sur la sécurité en avalanche en motoneige hors-piste avec David Lévesque d'Adrénaline hors-piste et Guillaume Lacombe de Trenchers. Donc, allô les gars. Salut Maud. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Vous attendez la neige avec impatience? Oui, il en manque un petit peu, là. On est sous le seuil pour avoir un danger d'avalanche, c'est l'avantage, mais il n'y en a pas assez pour faire de la motoneige hors-piste. Fait que c'est encore le temps de préparer la saison, de se former en avalanche, puis de commencer la saison en toute sécurité. Fait que vous êtes les partenaires idéaux pour parler de ça aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à ce live. Je commencerai par une présentation de qui vous êtes, c'est qui, dans quel organisme ou compagnie vous travaillez, c'est quoi votre rôle là-dedans. Présentez-vous, puis c'est votre minute promo gratos. David, veux-tu y aller? Il n'y a pas de problème. Bonjour, moi c'est David Lévesque. Je suis propriétaire et chef guide chez Adrénaline hors-piste. On va débuter notre 11e saison en service de guide. On est situé à Mont-Louis. Donc, juste pour vous faire un petit topo de comment ça s'est passé, moi, pour les avalanches. En 2012, j'ai suivi mon CSA 1. Après ça, en 2013, j'ai été faire un niveau 1. Et puis, on a donné notre première formation là, en 2015. Puis, depuis 2 ans, je suis représentant officiel là, pour la sécurité avalanche, donc la sensibilisation, l'information et l'éducation pour les motoneigistes hors piste. Génial. Cool. Et Guillaume? Je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis cofondateur de Trenchers. Trenchers, c'est quoi? Dans le fond, on conçoit et on produit des pièces pour motoneige hors-piste qui sont vendues un peu partout en Amérique du Nord, en Scandinavie, en Asie. En fait, moi, mon rôle principalement au sein de cette entreprise-là, c'est que je m'occupe principalement au niveau de la commercialisation des produits, tout ce qui est marketing, vidéo, etc. Mais je suis aussi en charge de la réalisation des différentes vidéos de nos expéditions qu'on fait en motoneige hors-piste. Donc, au courant des dernières années, on a eu à voyager autant dans l'Ouest canadien, autant dans le Midwest et dans l'Ouest des États-Unis. Donc, je suis derrière l'ensemble de ces vidéos-là. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir des super de beaux terrains, Whistler, le Wyoming, le Montana, l'Idaho l'année passée, mais également aussi, on fait plusieurs expéditions là, sur les différents terrains qu'on a ici dans l'Est du Québec. Donc, principalement, c'est mon travail. J'ai un background de snowboard. Je suis un gars qui a toujours fait de la planche à neige, donc je connais bien le monde du snow. Donc, ça fait à peu près le tour là, de mon rôle chez Trenchers. Je vais me présenter un peu plus en profondeur, vu que je ne m'attends pas à ce que tout le monde connaisse Avalanche Québec. On est un organisme de bienfaisance qui est spécialisé en sensibilisation et en prévision des avalanches. Donc, dans le fond, on a une zone de couverture pour laquelle on émet un bulletin d'avalanche quotidien dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Avalanche Québec supervise aussi l'offre de cours de sécurité en avalanche un peu partout au Québec, donc dont Adrénaline hors-piste et David font partie. Puis la motoneige hors-piste, c'est vraiment un pan de la sécurité en avalanche qu'on n'a jamais encore vraiment exploité. On est au courant qu'il y a des besoins, la demande commence à augmenter, puis Avalanche Québec veut vraiment s'impliquer là-dedans pour ne pas simplement sauver des vies de skieurs et planchers hors-piste, mais aussi impliquer vraiment la sécurité en avalanche, en motoneige là-dedans. Donc, du côté d'Avalanche Québec, ça ressemble à ça. Puis il y a ma collègue Laurie Dumas, qui est prévisionniste en avalanche, qui va être la personne la plus compétente pour expliquer certains outils qui sont à disposition là, de n'importe qui va dans l'arrière-pays. Donc, tantôt, elle va pouvoir se connecter aussi pour participer à ce volet-là. Donc, c'est ça. Je commencerai déjà avec l'éventail de questions. Pouvez-vous décrire c'est quoi le wake-up call que vous avez eu là, pour comprendre que c'était pertinent et important de se former en sécurité en avalanche au Québec? Je commencerai par Guillaume, mettons. Oui, dans le fond, le déclic, on se remémore un peu, on revient un peu en arrière en 2017 avec nos différentes expéditions qu'on filmait un peu partout. On a eu la chance d'aller tourner dans le coin de Bralorne, qui est à peu près à 4 heures au nord de Whistler.
Je me rappelle à l'époque, DVA, SAC, Airbag, Probe, PEL, on n'avait aucune idée c'était quoi. Puis notre guide durant notre séjour là-bas, c'était Christian Gagnon. Donc, proximité avec la langue, ça a été un peu plus facile d'avoir un petit crash course. Mais ça a vraiment été là qu'on a vu c'était quoi la game, d'aller sur les glaciers, d'aller dans des terrains vraiment de type plus avalancheux. Ça a vraiment été là qu'on a eu un bon déclic. Oui, on a eu une petite formation, mais s'il arrivait de quoi, on savait qu'on avait l'équipement, mais on ne serait pas en mesure vraiment d'aller aider nos amis. Fait que c'est vraiment là que le déclic de la game s'est fait. L'année suivante, on a retourné encore une fois à Whistler, puis on a descendu aussi à Alpine, Wyoming, durant ce trip-là. Puis on s'était équipé vraiment sac d'avalanche, tout l'équipement, DVA, etc. Sauf le problème, c'est qu'on avait, je pense, un peu la pensée magique. On se disait, on a l'équipement, on doit être safe. Le problème, c'est qu'on n'avait aucune idée de comment que ça fonctionnait réellement s'il y avait une situation qui arrivait. Donc, pendant plusieurs années, oui, on était équipés, mais on le savait très bien qu'on n'avait pas la formation et toute la connaissance pour bien appliquer cet équipement-là. On y allait un peu avec la pensée magique. Puis je te dirais qu'en 2018, quand on est arrivé au Wyoming, puis à notre première journée de sled, on a notre guide qui nous dit « Ouais, dans le flanc où on s'en va, il y a déjà 11 morts depuis le début de la saison à cause des avalanches. » Fait que je te dirais que là, ça a été, disons que ça a refroidi un peu les ardeurs de tout le monde, de toute l'équipe. Nous, on était là en tournage là, pour ramener ces belles images-là puis présenter nos vidéos sur le web. Donc, on se disait, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de faire des vidéos quand on n'est même pas très bien formé? Là? Donc, c'est vraiment là qu'on a eu le déclic, je te dirais, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour se former. Puis l'an dernier, dans le fond, on a eu on s'est donné comme mission en tant qu'entreprise de juste avoir une conscience d'éduquer les motoneigistes de l'Est du Québec. Parce que oui, ça, c'est des situations qui sont arrivées dans l'Ouest. Mais je crois qu'on a des terrains ici qui sont très propices aux avalanches. Puis ça fait partie du sport. Là. On doit être en mesure d'avoir cette base-là de sécurité pour profiter de ce beau sport-là qui est la motoneige hors piste. Là. Donc, ça a vraiment été ça le déclic de notre côté là, pour se former. Puis est-ce que tu juges que c'est le même déclic par rapport à la sécurité en avalanche que tu avais sur la côte ouest puis au Québec? Est-ce que c'est arrivé de façon distincte ou est-ce que c'était juste la suite logique des choses de se former dans l'ouest, mais que la réalisation du fait qu'il y a du terrain avalancheux sérieux au Québec est arrivée à peu près en même temps? C'est sûr qu'au début, je vais être vraiment transparent. Au début, on raide des endroits, puis on se dit, ah, crime, ça doit être correct. On a souvent la pensée magique, je pense, puis il y a beaucoup de monde dans le domaine qui ont cette pensée magique-là. Ah, ça doit être correct. Ah, ça doit être correct. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre ce genre d'accident-là. Je pense qu'un accident, c'est un accident de trop. Oui, ce déclic-là a été, nous a vraiment décliqué dans l'Ouest, mais quand on est revenu ici, puis avec notre formation, je pense qu'on a vu la saison dernière, vraiment, on a raidé, oui, un peu dans les Chic-Chocs, mais on est allé aussi dans les Monts-Gros, au nord du Québec. Puis oui, il y a des situations d'avalanche, même ici dans l'Est du Québec. Puis je pense que c'est important qu'on s'outille en tant que communauté de motoneigistes. Je pense que c'est vraiment important qu'on se donne la chance d'être le plus possible outillé puis formé, si jamais il arrive quoi que ce soit, que tout le monde sache quoi faire pour aller sauver ses amis. Là. Puis de ton côté, David, toi, au niveau du wake-up call, du grand besoin d'être formé en sécurité en avalanche, c'est arrivé comment? Pour ma part, c'est arrivé la deuxième année que j'ai guidé. Donc, j'ai commencé en 2010 et puis directement en 2011, on faisait une sortie guidée. Puis, on a eu une avalanche. On a un de nos clients qui a été enterré jusqu'à la taille sur sa motoneige. Il s'en souvient encore d'ailleurs. Lui, il a suivi son cours. Le premier cours qu'on a donné, il est venu le suivre. Fait que ça m'a fait allumer vraiment sur le fait qu'on pouvait en avoir parce qu'on en a déclenché une, puis c'était juste la deuxième année. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais guider pendant plusieurs années sans être formé, puis tout le temps comme pas sûr de quand est-ce que c'est dangereux ou quels endroits sont dangereux. C'est pour ça que tout de suite après ça, en 2012, j'ai fait mon CSA1. C'est pour moi-même être outillé, commencer à être outillé. Puis j'ai vraiment aimé ça.
Puis après ça, ben, c'est pour ça que j'ai été suivre mon niveau 1. Donc, puis de plus en plus, ben, avec les formations qu'on a commencé à donner, à chaque fois, il y a des gens qui nous racontent des histoires qui leur est arrivé. Fait que c'est sûr que ce n'est pas juste arrivé à moi. J'ai vu des vidéos, il y en a qui ont raconté l'histoire au complet. Il y a même un gars qui est un skieur à local. Avant ça, il était skieur, planchiste, puis là, il est rendu sur la motoneige. Fait que lui, ça y était arrivé en ski, mais il est super conscient de ça. Puis cette année, il avait décidé de suivre son cours à motoneigiste. Du côté d'Avalanche Québec, nous autres, on reçoit dans le fond des rapports d'accidents, d'avalanches qui impliquent des victimes. Puis en 2019 et 2020, donc les 2 dernières saisons d'opération, sur les 9 accidents avec des victimes qu'on a eu, il y en a 2 qui impliquaient des motoneigistes, dont un décès là, à Saint-Angèle-de-Mérici. Donc, c'est quand même 20%, mettons, jusqu'à date, des accidents d'avalanche qui nous sont rapportés, donc de gens qui sont au courant qu'Avalanche Québec existe, qui impliquent des motoneigistes. Fait que c'est quand même quelque chose qui donne des frissons là, de réaliser que peu importe le sport, le danger d'avalanche est là. Je vous partagerai mon écran pour vous montrer, dans le fond, sur notre site, la section qu'on a. C'est dans la section éducation, donc notre site web étant le avalanchequebec.ca/éducation. Tout en bas ici, dans les rapports d'accidents, on tombe dans le fond sur les accidents qui ont été répertoriés au Québec depuis 1999. Ce premier accident-là étant celui qui a motivé la création d'Avalanche Québec qui a 21 ans, vu qu'on est dans notre 21e saison d'opération. Donc, c'est l'accident de cette île le 10 février 2019. Donc, on peut accéder au rapport d'accident qui explique dans le fond c'était où, dans quel type de terrain ça s'est produit, des photos des gens, le dépôt après l'avalanche et tout. Donc, vous pourrez aller consulter ça. Puis, il y a un vidéo que je vais essayer de retrouver. Si la petite barre elle se tasse, je m'excuse. Ici. Donc, il y a une vidéo justement de l'accident. C'est rare quand même là, qu'il y a qu'on peut saisir un accident d'avalanche live, particulièrement au Québec. Et le voici. Donc voilà. On peut voir que cette avalanche-là, si ça couche des arbres, ça a définitivement le potentiel de blesser, voire de tuer des gens. Là. Donc, vous irez lire, si ça vous intéresse, le rapport d'accident pour conscientiser au fait que oui, il y a effectivement vraiment du terrain avalancheux sérieux au Québec. Je continuerai avec la sensibilisation de la communauté. Vous êtes visiblement à l'avant-garde des avalanches en motoneige hors piste au Québec. Comment est-ce que vous percevez au niveau de la communauté de sledders en hors piste au Québec cette perception-là du danger d'avalanche? Peu importe Guillaume ou David, oui. Je vais y aller. Premièrement, c'est sûr que les dernières années, là, les motoneiges sont toujours de plus en plus performantes, donc on se déplace encore plus rapidement, on va à des endroits qu'on n'allait pas avant. Donc, tout ça, ça nous amène à côtoyer du terrain avalancheux à l'occasion. Fait que les gens, de plus en plus, commencent à être un peu conscientisés, mais nous, on met vraiment des efforts là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup plus de gens qu'avant qui vont faire des voyages dans Montgrou. Avant, là, la clientèle qu'on voyait, là, ils faisaient de la motoneige quelques fois par hiver ici, mettons en Gaspésie, dans les Chic-Chocs. Mais maintenant, là, tous nos clients, là, on a des clients qui vont dans Montgrou, il y en a qui vont, mettons, sur la Côte-Nord, il y en a qui vont aussi dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, comme Guillaume le disait tantôt. C'est sûr que ça commence tranquillement pas vite là, à être conscientisé par rapport au terrain qu'on va rider, en fait. Effectivement, peut-être si je peux rajouter un petit quelque chose pour notre part, je pense que les différentes vidéos aussi qu'on fait un peu plus dans l'Ouest, ben, ça donne le goût aussi à des Québécois de partir avec leur trailer, leur motoneige, puis monter dans l'Ouest. Puis
c'est ce qu'on dit à tous les gens qui nous demandent des conseils par rapport à nos différentes expéditions, puis comment s'équiper, etc. Nous, ça fait partie de l'outil de base d'être en mesure oui, avoir son équipement d'avalanche, soit d'en louer sur place, mais également de suivre son cours CSA1 avant d'aller dans ces régions-là. Puis effectivement, je trouve qu'on était un peu en retard, puis on s'est donné comme mission depuis l'année dernière, nous, en tant qu'entreprise, de sensibiliser les motoneigistes, puis de faire découvrir un peu c'est quoi ce cours-là de base qui s'appelle le CS1, puis d'inciter les gens à se former. Puis comme je dis à tout le monde qui me le demande, ça vaut la peine de le faire parce que personne après ça qui peut te l'enlever. C'est un outil que tu peux mettre dans ton coffre à outils, puis ensuite tu peux l'utiliser si jamais il arrive quelque chose, là, autant sur la côte est que sur la côte ouest. David, pourrais-tu nous parler de l'offre de cours au Québec? De quoi ça a l'air? C'est quoi les différents niveaux de cours au Québec ou dans l'Ouest? Puis qui offre ces cours? C'est quoi le contenu d'un CSA motoneige au Québec? Bien, en fait, nous, là, depuis, comme je disais un petit peu plus tôt, depuis 2015, ça a été le premier cours qu'on a offert. En premier, c'était en partenariat avec Avalanche Québec. On a donné un cours conjointement, en fait. Après ça, l'an passé, avec la gang de trenchers, on a vraiment débloqué là, vraiment sur la formation. Et puis cette année, bien, on offre plusieurs dates et plusieurs endroits. Donc, il va y avoir un cours, il y a déjà eu, depuis le début de la saison, 2 cours qui touchaient plus les guides de motoneige hors piste de la Haute-Gaspésie. Donc, il y a des gens dans les Monts-Grou, les guides sont formés. Donc, nous, on trouvait ça important aussi là, de se mettre à jour puis d'être vraiment à jour là, dans nos formations. Fait qu'on a formé 16 guides en deux cohortes là, de guides là, en Haute-Gaspésie. Puis après ça, il va y avoir des dates là, qui sont début janvier à Québec. On va aussi se déplacer sur la Côte-Nord à Bécomo. Donc, tout ça là, pour donner le CSA1. Donc, dans ce cours-là, je peux donner un petit peu d'informations sur ce qu'on va découvrir là-dedans. En fait, on va apprendre à lire puis à gérer un bulletin d'avalanche. On va voir qu'est-ce qui est derrière tout ça. C'est beau voir le bulletin d'avalanche, mais de où ça vient puis comment c'est fait. Après ça, on va apprendre des déplacements en motoneige aussi, des bonnes pratiques de déplacement en montagne, en fait. On va apprendre aussi à utiliser le DVA, l'appel, la sonde, qui sont des outils super importants, puis c'est les plus importants à mettre justement en avant-garde, en avant-plan dans notre planification. Aussi, fait que ça fait le tour vite fait là, d'un cours CSA1, mais il y a bien plus de choses que ça aussi. Allez-vous sur le terrain pour que ce soit super le fun ou est-ce que c'est 100% théorique, mettons? Ben, c'est une journée théorique, puis après ça, c'est une journée terrain au complet. Fait qu'on part en motoneige, on fait nos déplacements, on fait des mises en situation, rechercher une victime, 2 victimes, puis on ajoute même plusieurs victimes aussi. Fait que ça donne un outil, puis ça nous fait prendre confiance en le DVA. Parce qu'au début, tu sais, c'est un petit instrument électronique, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Mais quand on l'essaie, on trouve ça fonctionne vraiment bien, puis c'est assez facile quand même. Là. Toi, Guillaume, c'est quoi, en tant que Sledder qui l'a fait l'année passée, tu vois-tu un avant-après par rapport à comment tu te sens justement avec ta gang de chums après ce cours-là? Définitif, Maude. Écoute, nous, on l'a passé les 4 boys de Trenchers. Dans le fond, les 2 caméramans puis 2 riders. Comme j'expliquais un peu plus tôt, en 2018, on était tous équipés, airbag, DVA, PEL Pro, mais on n'avait jamais vraiment utilisé ça. On partait en expédition, puis on ne faisait même pas des tests de DVA le matin avant de partir en montagne. Il était ouvert, mais personne ne savait vraiment comment ça marchait si jamais il arrivait vraiment un accident. Fait que, je te dirais, quand on a fait notre formation en janvier passé, wow, sincèrement, c'est un wow. Ça a été au-delà de nos attentes. Sincèrement, de passer, on a eu la chance d'aller suivre la formation à Mont-Saint-Pierre dans un super de beau chalet. C'était vraiment cool avec toute l'équipe, David qui était là. On a fait une belle première journée là, de théorique. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est dès le lendemain, on s'en va en montagne, on s'en va faire des simulations. Puis sincèrement, là, de ressortir d'une fin de semaine comme ça,
ça a donné une confiance énorme à toute l'équipe parce qu'on s'en allait par la suite au courant de l'hiver dernier. On est allé en Idaho, puis par la suite, on est allé tourner dans les Monts Gros. Mais juste la structure de sécurité, quand on part en montagne maintenant, toute l'équipe, on a toute notre petite routine de sécurité qu'auparavant, ça n'a jamais existé dans notre. Puis je suis très transparent, puis je le dis, là. C'était là, mais on dirait que c'était comme par eux, mettons. Là. Mais je dirais que maintenant, c'est un gros wow. Puis on se sentait vraiment d'attaque quand on est allé en Idaho, de se réveiller le matin, de regarder le rapport d'avalanche au niveau de qu'est-ce qui était tombé en termes de neige, puis de vraiment analyser dans quel secteur on va favoriser pour notre journée de tournage puis de riding. Écoute, dans le fond, ça n'a pas de prix d'être outillé comme ça. C'est vraiment de la connaissance. Puis il n'y a personne, je me répète, là, mais il n'y a personne qui va vous l'enlever. Puis je dis toujours aux gens, faites-le en équipe. Faites-le en équipe parce que de le faire seul, c'est tel que tel. Je pense qu'on ne va jamais rider seul. Premièrement, c'est juste comme pas recommandé et très dangereux. Mais si vous êtes une gang de chums, 3, 4, 5 personnes, faites-le ensemble. Puis sincèrement, vous allez vous sentir à l'aise en équipe de s'aider si jamais il arrive une situation. Puis il n'y a rien de mieux que de le faire sur le terrain pour vraiment l'apprendre. Puis utiliser le DVA, utiliser la probe, utiliser l'appel. Les techniques aussi de pelletage, ça a été comment ne pas trop s'épuiser en équipe pour être capable de pelleter. Fait que nous, ça nous a mis une énorme confiance. Puis c'est un outil qu'on ne perdra pas. On le voit autant comme ce que tu mets dans ton sac de pont, une strap, un briquet, de quoi pour partir un feu, si jamais vous devez rester, mettons, une nuit dans le bois. Ben moi, le cours CS1, je le vois vraiment comme un outil que tu mets dans ton sac de pont. Puis qui va toujours être là. OK, oui, il est peut-être un peu intangible, là, mais il va toujours être là, puis il n'y a personne qui va pouvoir te l'enlever. Fait que c'est sûr que c'est un gros wow. Puis nous, c'est sûr qu'on va continuer, je pense, dans la formation pour en apprendre encore plus sur les situations d'avalanche sur le terrain. Donc, on va regarder voir cette année ce qu'on fait pour perfectionner là, notre connaissance actuelle. Au niveau, justement, tu parlais de la confiance, là, c'est super important, justement, d'avoir confiance en tes chums avec qui tu sors en montagne, que ce soit en ski, en snow ou en motoneige, évidemment. Souvent, quelque chose qu'on entend, c'est que ça peut soit créer un grand sentiment de confiance après la formation, de faire comme « Ah, maintenant, je le sais, je sais qu'est-ce qu'il y en est », ou à l'inverse, ça peut faire que la confiance que tu avais parce que tu n'étais pas au courant que tu étais en terrain avalancheux, la confiance que tu avais par ignorance, mettons, sans que ce soit péjoratif, là, que cette confiance-là tombe en prenant conscience du risque et du danger qui t'entoure quand tu es en montagne. Oui. Donc, que ça crée un sentiment de « j'ai besoin de me former, de savoir qu'est-ce qui m'entoure, puis à quoi je dois me préparer ». Fait que c'est bien que ça te fasse un sentiment de confiance envers tes chums au lieu de t'enlever, de sortir, là. Je pense qu'on le sait qu'il nous en manque encore, puis c'est pour ça qu'on veut perfectionner. Mais d'avoir le CS1, je pense que pour chaque motoneigiste du Québec, vous allez rider dans les gros, vous allez rider dans les chic-chocs, c'est un must. C'est un must, ça vous le prend. Puis si jamais un jour vous réalisez votre rêve d'aller rider dans l'Ouest, ben vous l'aurez, cette formation-là. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir vous l'enlever. Mais je ne sais pas si ça répond à la question là, ou Tout à fait. l'ajout, mais je pense qu'on n'arrive pas avec une confiance trop élevée. On est conscient qu'il nous reste encore de la formation à suivre. Puis, mais au moins, cette base-là de sécurité, s'il arrive quelque chose, on l'a vécu dans la simulation lors du CS1, on sait quoi faire et on a intégré notre routine de sécurité le matin quand on part. Donc, pour nous, on est à 1000 km de ce qu'on était en 2017 quand je nous revois aller pour la première fois dans le coin de Whistler, puis d'avoir notre guide Christian Gagnon qui nous disait les boys, je n'amène pas dans ces secteurs-là parce que j'ai peur pour moi. Puis pourquoi il disait ça, c'est qu'on n'était aucunement formé pour aller l'aider si lui, il arrivait quelque chose. Donc, c'est important d'être outillé en gang. Justement, là, tu parles de s'aider en groupe. J'inviterais Laurie à nous parler du sauvetage autonome, qui est dans le fond le pourquoi c'est aussi important d'être formé pour pouvoir agir en situation d'accident en ne pouvant pas compter sur les secours externes pour excaver une victime. À toi, Laurie. Merci, Maude.
Oui, effectivement, c'est vraiment important que tout le monde fasse son cours parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui se fait prendre le temps d'intervention qu'on a pour sauver ses amis est très court. Fait que je vous montre ici là, un petit graphique là, vraiment qui résume très bien la situation. En fait, les chances de survie entre 10 et 30 minutes, ils diminuent drastiquement. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour intervenir. Fait que ici, c'est la probabilité de survie sur l'axe vertical puis la durée d'ensevelissement. Donc, c'est vraiment c'est tout ça pour expliquer qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps d'appeler les secours si on déclenche une avalanche et quelqu'un est pris sous la neige et qu'il n'est pas décédé d'un trauma, donc s'il n'est pas rentré dans un arbre ou s'il n'est pas tombé en bas d'une falaise puis qu'il s'est tout cassé. Donc après ça, tu es enseveli sous la neige, puis en fait, ta respiration va créer une bulle de glace autour de ta bouche, puis à un moment donné, ça devient étanche, puis là, ben, tu expires plus de CO2 que d'oxygène. Fait qu'à un moment donné, ben, ta bulle étanche devient que du CO2 et tu finis par décider d'asphyxie par ta propre respiration. Donc, si on est sur le terrain puis on déclenche une avalanche, on a un ami qui est enseveli sous la neige, on a 15-20 minutes pour aller chercher le pelleter, l'excaver, puis dégager les voies respiratoires pour être sûr qu'il puisse survivre. Donc, ça fait en sorte que même si on a du réseau cellulaire, si on a un dispositif satellitaire, puis qu'on envoie un SOS, la police ou le Search and Rescue, dépendant où est-ce que vous êtes au pays, ben, c'est très rare qu'ils vont arriver en dedans de 15 minutes. S'ils arrivent en dedans de 15 minutes, faut qu'ils fassent l'intervention. Fait que dans tous les cas, il faut que tous les membres du groupe sachent faire le sauvetage autonome qui est de retrouver la victime avec le DVA, qu'on puisse le sonder puis qu'il faut qu'on pelte. Puis c'est pour ça qu'on le pratique parce que pelleter, ça prend beaucoup de temps. Si la victime est ensevelie profond, il faut creuser beaucoup, beaucoup. Fait que ça prend comme quasiment 80% du temps de recherche. Fait que faut se pratiquer. Puis c'est ça le grand défi là, des gens qui vont s'amuser dans leur piste. Puis, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça aussi que le guide, il dit si moi je me fais prendre, mais il faut que les gens ils puissent venir me chercher. C'est pour ça que tout le monde doit faire le cours. Tu peux pas juste te dire ah, c'est beau, Guillaume, il a fait son cours parfait, on se fera pas prendre. C'est un risque qui est toujours omniprésent. Puis des fois, ben, même si on a fait un cours, ça peut arriver qu'on se fasse surprendre ou qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues ou des éléments qui nous soient passés sous le nez durant notre journée. Je pense qu'en motoneige aussi, on va vite. On va vite, puis on parcourt beaucoup de distance. Fait qu'on on touche à beaucoup, beaucoup de terrain. Fait qu'on expose plus le risque d'aller toucher l'endroit qui va déclencher une avalanche. Fait que c'est des choses là qui sont vraiment importantes à prendre en considération. Effectivement. Puis au niveau des cours, justement, là, pour l'instant, là, c'est le CSA1 qui est offert au Québec. David, lui, est allé faire son niveau 1, qui est le premier cours de niveau professionnel, qui est le standard qui est requis pour pouvoir enseigner des cours. Donc, au niveau des CSA2, motoneige, il faut encore aller dans l'Ouest dans le fond, pour la suite là, du cursus, il faut se rendre dans l'Ouest pour les faire pour ce qui est pour la motoneige. Pour le ski, c'est disponible au Québec, mais pas encore pour la motoneige. Quand il n'y a pas de bulletin d'avalanche qui couvre la zone où est-ce que vous voulez aller rider, il y a un outil qui s'appelle le Danger Raider. Si Laurie, tu peux nous le présenter, vu que justement dans les Groux sur la Côte-Nord, dans Charlevoix, il n'y a pas de bulletin d'avalanche encore qui existe pour ces zones-là. Par contre, justement, Avalanche Canada a développé un outil qui permet d'estimer, disons, le niveau de danger. Donc, Laurie, si tu veux nous le présenter pour avoir un outil de plus pour ceux qui voudraient aller s'aventurer dans ces coins-là. Oui, bien sûr. Dans le fond, le Danger Raider, sur le site d'Avalanche Canada, ici, il y a une petite vidéo qui l'explique, mais c'est un outil vraiment simple qui se divise en deux étapes. Donc, si vous allez faire votre cours CSA1, vous allez comprendre c'est quoi les indices de risque. Donc, il y a une échelle de danger d'avalanche avec 5 indices qui va de faible, modéré, considérable, élevé et extrême. Donc, ces 5 indices-là, ça te donne une idée de la probabilité de déclenchement puis de la taille des avalanches qui vont avoir lieu.
Puis, en fait, quand on n'a pas de bulletin d'avalanche dans la région où est-ce qu'on veut aller s'amuser, bien, on va partir à l'indice considérable, puis on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a un critical loading? C'est une quantité importante de nouvelle neige. Donc, on dit en général 30 cm de neige ou plus. Et est-ce qu'il y a un critical warming? C'est s'il fait chaud. Donc, s'il se met à faire super chaud, vous êtes au mois de mars, avril, sur un versant sud, donc le soleil va taper sur la pente. Donc, si on a 30 cm de nouvelle neige plus des températures chaudes, c'est vraiment des éléments clés comme quoi les risques augmentent. Donc, ici, on monte à un indice élevé. Puis, si la réponse à ces deux questions-là, c'est un ou l'autre, donc une des deux, on va à l'étape numéro 2. Donc, est-ce qu'il y a du chargement récent? Donc, dans votre CS1, vous allez apprendre c'est quoi ça veut dire. Est-ce que vous avez vu des avalanches de plaques en vous rendant vers la pente? Est-ce qu'il y a un problème de plaques persistantes? Si les réponses sont non à toutes ces questions-là, bien, votre indice peut descendre à modéré. Donc, pour avoir cette information-là, des fois, ça peut être difficile. Tu arrives dans un groupe, puis bon, dans les groupes, ça prend un guide, mais tu arrives à cette île ou ailleurs, je ne sais pas où aller, là, mais puis là, ben, tu n'as personne, tu ne sais pas, tu vas à une nouvelle place, ben, c'est d'aller voir un peu les gens locaux, d'aller, je ne connais pas les groupes, ou peut-être les gars, vous pourrez répondre un peu sur les trucs, mais d'aller chercher l'information sur la communauté locale, donc les gens qui vont faire du skidoo autour, aller poser des questions, est-ce que vous avez vu des avalanches, est-ce que ce genre d'affaires-là, puis si vous n'avez pas la réponse, bien, vous considérez que l'indice reste considérable. Donc, vous assumez que c'est un indice considérable, puis vous adaptez vos déplacements, puis votre façon de naviguer, de rider là, avec un indice considérable. Fait que ici, avalanche.ca, Danger Raider, là, dans le fond, il y a un petit booklet aussi qui se vend, qui est la même chose que ça, puis qui explique les différentes étapes, là, comment utiliser. Donc, ici, il y a un peu les questions que je viens de vous faire. Puis, ça fonctionne bien aussi avec l'outil Evaluator, qui est un autre outil d'aide de prise à la décision. Donc, ça, c'est le Danger Radar pour analyser le danger d'avalanche. Merci, Laurie. Ben, ça m'amène à la question pour David et Guillaume, de quoi ça a l'air une préparation de sortie de votre côté, autant en tant que guide qui est sensibilisé au danger d'avalanche, puis en tant que rider qui est sensibilisé au danger d'avalanche. De quoi ça a l'air une préparation de sortie? Est-ce que vous allez sur des sites de météo alpine? Est-ce que vous allez sur des pages Facebook où les conditions sont discutées? C'est quoi qui rentre, c'est quoi tous les facteurs, dans le fond, que vous considérez pour choisir votre itinéraire, pour aller selon la nouvelle neige? C'est quoi tout ça qui rentre en ligne de compte de votre côté? Fait que, ben, pour ma part, je pourrais commencer à répondre à cette question. C'est sûr qu'à chaque jour, moi, je reçois le bulletin d'Avalanche Québec. Donc, je suis abonné à ce bulletin-là qui rentre automatiquement dans ma boîte email. Donc, je le consulte à tous les jours. C'est sûr que les prévisions sont faites pour le parc de la Gaspésie, mais je peux me fier à ça en regardant combien il est tombé de neige pour faire ce bulletin-là versus combien il est tombé de neige dans mon secteur. Donc, ça, c'est un premier outil, c'est certain. Après ça, la météo. C'est sûr que la météo, en tout cas dans les Chic-Chocs, ça fait quand même une vingtaine d'années que j'habite dans le coin, puis ça va être drôle un peu ce que je vais dire, mais j'ai pratiquement mon propre canal météo. Là. Ma blonde a dit, parce que je regarde toutes les météos, en fait. Je regarde Environnement Canada, je regarde Météo Média, je regarde aussi Mountain Forecast. C'est quand même des outils qui sont intéressants à regarder, mais ils n'ont pas toujours la vérité. Donc, c'est sûr que j'ai appris à connaître les tempêtes, d'où ils viennent, à quelle force ils vont avoir. Fait que c'est un peu ça, en fait, mon canal météo. Après ça, pour la sortie, ben, c'est sûr que, comme on parlait tantôt, TVA, pelle, sonde, puis savoir comment ça marche, puis que tout soit en ordre, les piles des DVA, puis tout ça. Ça, c'est très important. Après ça, c'est trousse de premiers soins, dispositif de communication. Puis après ça, je pourrais aller bien plus loin, mais dire aussi qu'est-ce que j'apporte dans mon sac. Mais ça, c'est sûr que
vraiment beaucoup de choses dans mon sac, surtout en étant guide, là. Fait que les clients, des fois, ils ont un peu moins de stock, mais j'ai des pièces de rechange, j'ai plein de choses qui peuvent nous servir si on doit passer la nuit en forêt. C'est un peu ça, la préparation, en fait. Good. Peut-être si je peux ajouter peut-être de notre côté, quand on part en expédition, qu'est-ce qu'on regarde? Je peux peut-être y aller, premièrement, peut-être plus rendu au Québec maintenant, ce qu'on fait. Je vais prendre l'exemple des Monts Gros. C'est sûr que les Monts Gros, il n'y a pas nécessairement de radar ou en tout cas d'informations qu'on peut avoir le matin, mais c'est sûr qu'un cours CSA1, ce que ça permet de faire, c'est vraiment te donner une vision. Il faut vraiment que tu utilises ta vision quand tu arrives sur un terrain pour déterminer peut-être des facteurs qui pourraient être à risque. Chose que tu ne connais pas quand tu ne fais pas ta formation. Donc, c'est sûr que sur le terrain, les yeux, c'est pas mal ce qu'on utilise le plus là, pour vraiment analyser les différents types de terrain. Mais ce qu'on va faire le matin, c'est sûr que pour nous, d'avoir avec nous le DVA, faire la ronde de tests avec chaque membre de l'équipe, à savoir est-ce que chaque DVA fonctionne. C'est sûr que c'est rendu la norme pour nous dans notre petite ronde de sécurité. Puis par la suite, chaque personne de l'équipe d'avoir, par exemple, la probe et la pelle directement très accessible rapidement avec chaque membre de l'équipe, c'est sûr que ça, c'est notre base de préparation. Comme David a dit, on traîne des pièces, on traîne des outils. Une machine, c'est une machine. C'est pas un snowboard là, qui n'a pas nécessairement de mécanique à faire dessus. Donc, c'est sûr qu'une machine, ça prend beaucoup d'outils. Je pense que la communauté est quand même pas mal habituée avec ce genre d'outils-là. Mais c'est clair que les outils d'avalanche, de sécurité en avalanche sont primordiaux maintenant. Puis on espère d'avoir de plus en plus de personnes qui s'enlignent avec cette formation-là. Puis quand on est un peu plus dans l'Ouest, là, on a un peu plus d'informations. Il y a des rapports d'avalanche qui sont faits sur les secteurs, sur les différentes zones qu'on va aller rider. Donc, c'est sûr qu'on travaille souvent avec un guide de la place là-bas qui sont, je dirais, dans l'Ouest, tout le monde est formé là, à des hauts niveaux. Puis on apprend aussi un peu la carte. Laurie parlait tantôt des facteurs de risque. On a une petite carte comme ça aussi qu'on peut mettre facilement dans un manteau qui est imperméable, puis qui est un peu un reminder de les facteurs de risque, puis à savoir si est-ce qu'on va de l'avant dans ce terrain-là, oui ou non. Donc, c'est sûr que dans l'Ouest, le matin, on a accès à des rapports un peu plus détaillés. Donc, ça nous permet de savoir finalement, est-ce qu'on s'en va dans l'alpin ou on décide qu'on fait une journée un peu plus de tree riding, étant donné que les conditions ne sont peut-être pas favorables dans l'alpin. Donc, c'est sûr que pour nous, d'avoir cette connaissance-là, c'est un énorme plus. Puis j'encourage sincèrement tous les gens à suivre cette formation-là. Je pense que je me répète depuis le début, là, mais je vous le dis que vous allez me remercier lorsque vous l'aurez fait, puis la confiance que ça va vous donner aussi. Juste pour faire du pouce là-dessus, donc l'échelle de danger que Guillaume a montré, c'est sur cette échelle de danger-là que, dans le fond, le bulletin est bâti. Donc, le bulletin d'avalanche, il contient quelques sections que Laurie pourrait nous expliquer dans 1 ou 2 minutes. Puis, dans le fond, ces indices de danger-là permettent de prendre... C'est un outil d'aide à la décision pour savoir si oui ou non c'est une bonne idée d'aller sur le terrain aujourd'hui en toute connaissance de cause de où on se situe là, au niveau des connaissances en avalanche, puis aussi des connaissances en secourisme en région éloignée. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est courant dans la pratique de la motoneige hors piste. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant? On pourra en reparler un petit peu après. Laurie, veux-tu nous présenter un peu de quoi pourrait avoir l'air un bulletin d'avalanche si quelqu'un est dans notre zone de prévision dans les Chic-Chocs? Oui. Dans le fond, je repartage mon écran. Donc, le bulletin d'avalanche dans les Chic-Chocs, en fait, la zone de couverture du bulletin pour la Gaspésie, c'est pas des endroits où c'est autorisé d'aller en motoneige. Donc, c'est pas comme... L'information ne sera pas précise nécessairement, mais ça peut vous donner une idée. Là, ça reste que la neige, elle tombe sensiblement autour du parc et autour de la réserve faunique. On peut retrouver des conditions qui sont sensiblement similaires. Donc, ça peut être vraiment intéressant si vous allez dans le fond de la vallée
la Marthe, de Marsouilles, Rivière-la-Claude, etc., ben, d'aller voir le bulletin d'avalanche, ça vous donne une idée. S'il y a un problème de plaque persistante dans le parc, ça se peut que vous l'ayez aussi ailleurs. Donc, c'est vraiment un bon réflexe d'aller le lire, le consulter. Puis, dans le fond, ici, ben, à la page 1, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de neige, là, fait qu'il n'y a pas d'indices, mais c'est ici que vous avez les indices de risque pour la journée d'aujourd'hui, de demain et le jour 3, donc jeudi. Puis, vous avez aussi des conseils sur le terrain et pour les déplacements. Donc, dépendant comment que la météo évolue, ben là, ça va être faible, modéré, etc. Donc, selon les bandes d'altitude. Puis après ça, quand on clique dans la section problèmes, ben, il va y avoir des problèmes. Puis après ça, dans la section de détails, ben, il va y avoir un petit sommaire des avalanches qui a lieu dans les derniers jours. Une idée de qu'est-ce que le manteau neigeux peut avoir l'air, puis une petite prévision météo avec un indice de confiance par rapport aux conditions. Donc, si on n'a pas eu la chance d'aller en montagne parce qu'il ne faisait pas beau, on a l'incertitude, etc., la confiance peut fluctuer en fonction des conditions. Puis si on va sur le site d'Avalanche Canada, bien là, quand on arrive ici, si vous êtes dans l'ouest, ça va vous diriger, bien, les zones de prévision sont beaucoup plus grandes, puis c'est des endroits où vous allez faire de la motoneige. Fait que si vous allez dans le coin de Whistler, vous pouvez cliquer ici à Whistler, puis là, bien, vous avez le bulletin de cette zone-là, puis bien, il y a plus de neige dans l'ouest, fait que vous avez le même concept, vous avez des indices pour les journées avec des problèmes. Donc ici, on voit il y a des plaques de neige de tempête, donc assurément, il y a neigé à Whistler. Puis ça dit où se retrouve ce problème-là, où est-ce qu'on va avoir des plaques de tempête, la probabilité de déclenchement, la taille des avalanches qu'on s'attend à voir avec un peu d'informations à propos de ce problème-là. Donc, c'est peu importe où vous allez, si vous allez aussi aux États-Unis, c'est de visiter les, mettons, Utah Avalanche Center de ce monde ou Colorado, etc., pour aller lire le bulletin. C'est sensiblement tout le temps la même affaire, des couleurs, un indice, un endroit, c'est quoi qui se passe. Fait que c'est vraiment la bonne place pour trouver l'information avant de partir en montagne. Pendant que tu étais là, pourrais-tu nous présenter les ressources motoneige sur le site d'Avalanche Canada? Parce que Avalanche Québec n'est pas encore rendu là, malheureusement, dans son processus. Fait qu'on redirige tout le monde vers Avalanche Canada qui a des ressources quand même super intéressantes là, pour les motoneigistes. Mais si on est en train de travailler sur une page comme en français aussi pour avoir des ressources pour les motoneigistes. Donc ici, dans l'onglet Learn, donc apprentissage, vous avez AVCV qui est comme un nouveau module éducatif que vous pouvez aller faire. C'est super interactif, ça vient juste de sortir. Puis sinon, vous avez Mountain Sledding qui est une page totalement dédiée là, aux motoneigistes. Donc, ici, si on descend, bien, vous avez une petite vidéo d'introduction, etc. L'équipement, s'équiper, s'entraîner, s'éduquer et s'informer. Donc, quelques consignes. Puis, ce qui est vraiment intéressant, quand on va en bas ici, vous avez une série là, de plusieurs vidéos qui s'appelle Throttle Decision. Donc, c'est des vidéos qui ont été tournées pour faire le tour là, un peu de toutes les notions à avoir puis à connaître là, avant de partir en montagne. Donc, il y a plusieurs chapitres qui donnent plein de ressources, plein d'informations importantes à connaître. Fait que si vous avez du temps, vous pouvez regarder. C'est 10-15 minutes chaque vidéo. Il faut en regarder un par soir pour pas trop s'épuiser à regarder ça. Mais la ressource est toute là, disponible, c'est gratuit, puis vous pouvez y aller quand vous voulez. Évidemment, ça ne remplace pas un cours de sécurité en avalanche, mais ça peut être autant un complément avant de suivre un cours qu'après pour rafraîchir ou pour en apprendre plus s'il y a des détails qui ont manqué. Guillaume, toi, avant de t'équiper d'EVA Pelsonde avec toute la gang de Trenchers, est-ce que c'est quelque chose que tu trouvais facile de trouver de l'équipement à location? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a comme un pendant des ski shops qui ont des flottes de location de DVA Pelsonde? Est-ce que c'est quelque chose qui existe pour les sledders ou il faut être vraiment autonome parce qu'il n'y a personne qui en loue? C'est sûr que si vous prévoyez faire un trip dans l'Ouest avec tout bon guide de l'endroit, c'est clair que vous allez être en mesure de louer de l'équipement sans problème.
Je pense qu'au Québec, il y a du travail encore à faire. Je pense qu'on prend actuellement beaucoup de bonnes décisions pour faire avancer la sécurité en avalanche au Québec avec les motoneigistes, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être travaillé, soit avec les guides, tout ça, ou avec des stations, etc., des endroits qu'on pourrait mettre à disposition en location, au moins simplement pour pas nécessairement avoir à sortir 1 200 $ pour s'équiper. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être travaillé dans le futur avec soit les guides ou les établissements qui font de l'hébergement, par exemple, pour les motoneigistes. Donc, pour moi, c'est sûr que si vous ridez les Chic-Chocs ou les Gros, d'avoir un DVA, l'appel et la probe, selon moi, c'est un minimum. Il y en a des situations d'avalanche, vous les avez peut-être pas encore vues, mais ça peut arriver. Donc, pour moi, ça devrait être la base. Puis, j'espère que les différents acteurs du marché vont faire en sorte de faire avancer la cause et de rendre ça accessible aux motoneigistes. Je pense que ça pourrait être un grand bien pour toute la communauté. Puis d'un point de vue tout à fait candide là, de skieuse qui ne s'y connaît pas du tout, ça me paraît être quand même un sport qui est assez onéreux, là, le skidoo hors piste. Est-ce que c'est vraiment une si grosse dépense pour un sledder qui a besoin d'une remorque, de gaz quotidiennement, d'une machine à 20 000 $, d'un pick-up 15 cylindres? C'est-tu si gros que ça ou c'est juste l'étape de la sensibilisation qui n'est pas rendue là, mais que c'est de l'équipement qui requiert peu ou pas d'entretien, puis qu'on a pendant, mettons, 5-6 ans avec une mise à jour de logiciel gratuite, mettons? Là. Ben, moi, pour te répondre, Maude, là-dessus, c'est sûr que c'est pas un argument de vente, mais on sait vraiment que ça coûte vraiment cher faire de la motoneige là, comparativement au ski. Fait que, oui, les machines à 15 000 puis aller jusqu'à 20 22 000 maintenant, là, on a des wraps là-dessus. Il y a vraiment, puis ça coûte cher. Tu brises une table, ça coûte plus cher que d'acheter un DVA. Fait que, exemple, ça pourrait être là, dans le wish list, là, on veut ça pour cette année, là, DVA, pelle sonde. On en met un petit peu moins sur le skidoo, puis on s'équipe pour la sécurité, en fait. Là. Effectivement, David. Puis je pense que c'est une question, je pense, de culture. Je pense qu'on est en train de travailler, puis on travaille tous les acteurs ensemble pour former le maximum de gens. Mais, tu sais, David, ta formation est à 200,99 $. Pour moi, de mettre 300 $ sur une formation que tu vas garder toute ta vie, selon moi, c'est un faible coût là, pour te conscientiser et te donner cette connaissance-là versus tout l'argent qu'on peut mettre sur une machine par année. Cette formation-là, tu la payes une fois puis tu l'as. Puis effectivement, tu sais, de peut-être faire le move, d'acheter, peut-être demander comme cadeau de Noël un petit DVA, pelle et probe en dessous de l'arbre, ben, c'est sûr que ça peut quand même bien se demander. Tantôt, je parlais des coûts de 1 000 à 1 200 $, c'est parce que je parle souvent du airbag. Tu sais, le airbag va être vraiment plus utile dans l'Ouest, mais pour ici au Québec, là, d'avoir au minimum le DVA, la probe et la pelle, je pense que ça se demande bien comme cadeau et je pense que les motoneigistes sont en mesure de se le payer. Mais je pense que de commencer avec le cours, de prendre conscience de tout l'impact puis de ce qu'une avalanche peut faire, je pense qu'après ça, ça va donner le goût aux gens de s'équiper puis d'avoir ça, puis que ce ne soit pas nécessairement un accessoire comme nous, ça a été durant plusieurs années sur nos expéditions, ça a été un accessoire, qu'on ne savait pas trop comment ça marchait, mais maintenant, c'est rendu un outil primordial. Donc, je pense que si tous les acteurs travaillent, puis je pense que s'il y a des guides qui permettent d'en louer également, bien, je pense qu'on va tout avancer, que les gens vont être mieux outillés, puis mieux connaissants de la sécurité en avalanche. Je pense que Laurie, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, bien justement, là, tu sais, le airbag, là, tu sais, on dit souvent que c'est important puis ça sauve des vies, là, mais la meilleure façon de survivre à une avalanche, c'est de ne pas se faire prendre. Fait que c'est super important de réussir à mettre des outils puis d'avoir le DVA pour retrouver la personne, mais si on a un bag, on a vu des histoires de gens qui étaient en bas de l'avalanche, que l'avalanche est arrivée sur eux. Tu sais, leur bag, il va être efficace, puis en fait, il va te ramener à la surface de l'avalanche parce que c'est par la ségrégation des particules, donc tu deviens une grosse particule, fait que tu te retrouves à la surface de l'avalanche un peu comme
quand tu prends une boîte de céréales, ben, les petites miettes ils se retrouvent dans le fond, puis les grosses céréales ils se retrouvent sur le dessus. Fait qu'avec ton airbag, tu essaies de devenir une grosse céréale puis rester à la surface, mais ça fonctionne si tu es en mouvement. Fait que dépendamment où est-ce que tu es, ben, ça se peut que ton airbag ne soit pas efficace, ça se peut que tu n'aies pas le réflexe de tirer dessus. Ça a été vu aussi des gens qui n'ont pas tiré sur leur airbag. Après, des gens qui sont tombés d'une falaise, qui sont rentrés dans un arbre, etc. Fait que c'est tous des outils qui sont super importants et qui sont vraiment essentiels. Mais le meilleur outil, c'est d'avoir les connaissances pour ne pas s'exposer inutilement. On a vu des fois des gens qui étaient arrêtés en bas de la pente, puis que là, ils font de la vidéo, ils regardent leur chum, puis là, ils font du high mark, donc ils montent dans la pente, etc. Puis là, boum, ils déclenchent l'avalanche, tout le monde se fait prendre. Fait que là, c'est comme, au lieu d'avoir une victime, on en a 20, 30, je ne sais pas combien. Mais tu sais, c'est de savoir reconnaître les endroits qui sont à risque, puis comment se déplacer, puis s'exposer le moins possible. Hey, au lieu de dîner là, on va dîner comme 20 mètres à côté, comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas exposé. C'est toutes des choses qu'il faut rentrer un peu dans nos habitudes de déplacement puis qui sont super importantes. Puis ici, j'ai Kaliel qui dit qu'il va y avoir des DVA en location pour les Mongros à partir de cet hiver là, à la station Wapishka. Oh, Yeah. nice, c'est cool. Voilà, donc... Cool. Fait juste dire qu'un DVA est beaucoup plus utile qu'un wrap. Effectivement. Voilà. Je prendrais la porte qui est grande par rapport justement là, à l'ensevelissement dans le bas d'une pente. Là. On a traduit cette année le super cool livre de CSA qui est spécialement pour les motoneiges. Puis il y a une étude de cas qui parle du Big Iron Shootout dans l'Ouest. C'est exactement ça qui est arrivé. Là. Il y a eu une avalanche qui a été déclenchée dans la pente, puis tout le public qui était en bas s'est retrouvé dans le dépôt de l'avalanche. Il y a eu 2 décès, puis ils ne savent pas exactement combien il y a eu d'ensevelissement partiel ou total parce qu'il y en a eu tellement qu'ils ne peuvent pas vraiment compter tout ça. Là. Fait que la porte est ouverte en parlant du CSA pour présenter la capsule de Trenchers qui est allée l'année passée avec David faire le cours. C'est une super belle capsule. Ça donne quand même un bon aperçu de ça, de quoi peut avoir l'air là, un cours avec David, parce que jusqu'à date, ben, c'est le seul instructeur qui a les compétences et la qualification pour le faire. Donc, je vais vous partager la capsule en question que voici. Avec la motoneige hors-piste, on recherche toutes les mêmes affaires, la plus belle neige, les plus beaux spots. Mais le plus gros danger qui nous guette, ce sont les avalanches. Avec les expéditions Trenchers, on raide autant dans l'ouest que l'est du Canada, puis on s'est rendu compte que même dans l'est du Canada, il y avait des risques d'avalanche. Et c'est là qu'on a décidé de faire notre cours de CSA 1, cours de sécurité en avalanche. En collaboration avec Avalanche Québec, on s'est rendu en Gaspésie, rencontrer David Lévesque d'Adrénaline hors-piste pour avoir notre formation CSA 1 en avalanche. David Lévesque d'Adrénaline hors-piste est la personne accréditée par Avalanche Québec pour donner les formations en sécurité d'avalanche pour le hors-piste en motoneige. Puis cette neige-là, elle va former des plaques de neige de tempête qui vont être touchées, ça veut dire qu'ils vont être très faciles à déclencher pour le passage des humains. Fait que la neige, elle repose sur un melt-free crust et une croûte de regel. Puis que la nouvelle neige, elle colle pas très bien à cette croûte de regel-là qui est présente. La première journée consiste à la formation théorique. Nous apprenons à comprendre les types d'avalanches, les terrains avalancheux, les conditions de neige, être en mesure de comprendre un rapport d'avalanche et aussi un topo sur l'équipement de sécurité d'avalanche.
aujourd'hui, on est à notre deuxième journée de notre cours de sécurité avalanche, donc le CSA1 motoneige. On va aller appliquer d'autres notions. On va aller faire des mises en situation, donc des recherches de DVA, des techniques de pelletage et puis des techniques pour le sauvetage autonome et aussi l'utilisation de la sonde. Donc on s'en va dans l'arrière-pays de Mont-Saint-Pierre. On a quelques secteurs à aller voir où il y a déjà eu des avalanches dans le passé et où il peut en avoir encore dans le futur. Préparez-vous à creuser, les gars, travailler en équipe. Est-ce qu'il respire? Respire! Excellent! Moi, je m'en allais avec mon ami là, en skidoo, puis il y a une avalanche. En fait, on voit la pente là en haut. Il y a une grosse avalanche là, ça a fracturé, puis c'est descendu jusqu'à nous, puis on s'est fait ensevelir. Tu vois, la neige, là, elle a été travaillée. Ça, c'est l'endroit où il y a le dépôt de l'avalanche. Est-ce que tu as un signal? J'ai un signal à 32. Théoriquement, ben, c'est pas encore clair. Là. Fait que quand on est loin, c'est pas très précis la direction, c'est normal. Oui, là, ça montait, fait que c'est plus difficile, mais ça aurait été un petit peu plus rapide, mettons, Pour monter. pour monter. Puis là, ici, ça aurait été le moment où tu aurais ralenti un petit peu pour gagner en précision. Là, je fais la croix. Ouais. Là, je me suis éloigné. Fait que théoriquement, mon point le plus proche, il est là. Il est à combien? Il est à 1. Là, je me tasse. 1.3, 1.9. Là, j'ai pogné mon point 5. Ça veut dire que ça serait là. Je pourrais mettre un gant ou quelque chose. Ouais, super. Quand on sonde, en fait, t'as celui qu'on se fait avec le gant, ça c'est parfait. T'as mis ton gant là. Ouais. Mais après, quand t'as assemblé ta sonde, je pense que t'as mis ta sonde là. Là, t'as fait ça, puis après t'as ressondé, c'était juste à 30 cm à côté. Fait que si t'as ton gant, ben, tu peux mettre le bout de ta sonde, puis après ça, rentrer ta sonde. Prendre le temps de remettre ton gant aussi, parce que des fois, ça peut aller vite qu'on gèle les mains. C'est important de sonder vraiment perpendiculaire et d'amener ses pieds proches de la sonde parce que si, mettons, je suis ici puis que je sonde en face, tu vois, déjà, je mets ma sonde avec un angle. Fait que quand je vais la rentrer dans la neige, si mon point le plus petit il est ici, ben là, déjà, j'ai des bonnes chances de manquer ma victime. Fait que ça va être vraiment de prendre le temps de bien placer la sonde et de sonder avec plus de power. Fait qu'on n'hésite pas à rentrer et à sonder comme ça. Puis on va y aller là, quand même assez rapidement. Parce que la sonde, c'est pas supposé être long. On veut, mais il y a un arbre là. En arrière. Oh, il bouge, il bouge! Oh, on a trouvé de quoi? On a quelqu'un? Dégagez les voies respiratoires. Hey, man. Oh, son casque. Hey, tire sa planche! Oh, il est correct. Il faut le sortir de là! Ah non, il est capable. Ah oui. T'as-tu vu le fil de... Hein? J'essaie de me faire un petit peu de place avec mes épaules, mais... Mais là, il y a un genre Non, tu sens, juste ça, c'est pesant. Le cours CSA1 est pour nous un nouvel outil de sécurité pour toute l'équipe. Nous recommandons de le passer en groupe d'amis car vous serez encore plus sécuritaire si toute votre gang est formée. Nous tenons à remercier David Lévesque ainsi que Laurie Dumas d'Avalanche Québec pour leur formation à la hauteur de nos attentes. Bonne saison à tous.
Cool. Merci Guillaume et Trenchers d'avoir saisi cette opportunité-là de faire une vidéo qui montre à quel point c'est accessible, un cours CSA1 pour les motoneigistes. Tu sais, tantôt, quand Laurie, elle expliquait le Danger Raider, quand elle expliquait les composantes du bulletin d'avalanche, en étant complètement néophyte, il y a quand même moyen d'être un peu intimidé par toutes ces notions théoriques-là, puis de se dire « je comprends rien, c'est compliqué, je vais laisser faire, je vais continuer comme j'ai toujours fait ». Le CSA1, c'est de la vulgarisation de techniques et de théories qui sont vraiment accessibles à tout le monde. C'est grand public, c'est la porte d'entrée de la sécurité en avalanche, puis tout le monde est capable de faire un CSA1. Puis David, ben, c'est un bon prof. Fait que, il n'y a aucun souci qui va vous passer ça, puis que ça va rentrer en douce. Vraiment. Puis c'est le fun aussi. Tu sais, je pense que vous avez pu le voir, on a eu du fun, toute l'équipe ensemble avec tout le monde. Fait que non, c'était une super belle fin de semaine. Puis c'est sûr qu'on veut continuer, nous autres, à en savoir davantage. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Puis on va continuer aussi à éduquer puis à sortir de l'information au niveau de notre audience qui est sur Facebook, Instagram, tout ça. C'est sûr qu'on veut continuer à informer les gens là, pour leur donner le goût d'aller faire leur cours. Et de rentrer chez eux le soir. Effectivement. On pourrait continuer comme ça pendant une bonne heure ou deux. Il me reste plein de questions et tout. Moi, je vous inviterai à faire un tome 2 l'hiver prochain, vu que je pense que c'est un beau partenariat qu'on a, puis qu'on peut continuer Trenchers et son reach qu'on n'a pas du tout, puis votre façon super intéressante de rejoindre les motoneigistes, David, puis ses grandes compétences et que c'est un instructeur CSA motoneige au Québec, le seul d'ailleurs. Fait qu'on est super content de ce partenariat aussi avec Adrénaline hors-piste qui nous permet de taper la trail de la sécurité en avalanche en motoneige, puis que ça se fasse de façon super organique, tout ça. Fait que je pense qu'à 3, on va accomplir de grandes choses. Fait que, je vous laisserai le mot de la fin si vous avez quoi que ce soit à rajouter pour clore la discussion. Le micro est à vous. En fait, moi, je voulais remercier Avalanche Québec, puis remercier ceux qui ont écouté aussi le live. Puis, si vous avez besoin d'informations, on n'est pas plus loin que le bout du fil ou un petit email à Adrénaline hors-piste. Donc, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Cool. Génial. Je continue aussi avec David. Même chose. Merci à tous ceux qui ont été là durant le live ce midi. C'était super plaisant de pouvoir partager nos expériences. Si jamais vous avez des questions sur l'équipement ou dans l'Ouest, des trucs comme ça, vous planifiez un trip, faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Puis, dans le fond, merci à Laurie et David là, pour la formation. Ça a été, je le répète, là, mais ça a été vraiment le fun en janvier dernier. Donc, merci pour votre temps. Ça a été super bénéfique pour toute l'équipe. Puis dans les commentaires, là, je vais mettre les liens pour vous suivre. Ceux qui connaissent Avalanche Québec connaissent peut-être pas Adrénaline hors-piste et Trenchers et vice-versa. Fait que pour retrouver tous ces services, les liens seront en commentaire du live pour pouvoir suivre tout ce beau monde-là sur leurs réseaux sociaux. Fait que Laurie, si avais-tu quelque chose à rajouter? Un gros merci à tout le monde qui a suivi. Puis, pareil que c'est la fête à David aujourd'hui. Donc, bonne fête, David, pour ta présentation. Puis, c'est ça, plein de beaux commentaires sur des gens qui font dire salut à Guillaume et merci à David pour les formations qui ont été données par le passé. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dîner. Y avait-tu des questions sur le live dans les commentaires du chat? J'en ai répondu un peu au fur et à mesure des questions sur les dates de cours, etc. J'ai mis les liens dans les commentaires, puis on va les donner aussi. Parfait. T'as coup qu'il y a du monde qui le consulte pas. Là, les dates de tous les cours de sécurité en avalanche sont sur notre page dans la section éducation, donc avalanchequebec.ca/éducation. Il y a un calendrier de cours. Puis, pour les cours motoneige, considérant qu'il y a un seul fournisseur de cours, sur le site d'Adrénaline hors-piste, ces cours-là, les dates et les inscriptions se font par là aussi. Donc, merci beaucoup, David, Guillaume et Laurie, d'avoir participé à ce live-là. Puis, merci pour ce beau partenariat qui rentre en plein. Ça fait plaisir. On va souhaiter une belle saison puis de la neige à tout le monde. Peu importe le sport.
Yes. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut. Bye bye. Bye.